Bon, je pense, j'ai évoqué quelques besoins et des conséquences humanitaires qui les concernent, ces populations. Important, de, quand on travaille dans les villes, quand on travaille dans les campagnes aussi, c'est d'écouter. Et puis, en ville, notamment, on a mentionné les partenariats, on a mentionné les acteurs, les différents acteurs. Il y a au niveau aussi de nos délégués, de nos employés, il y a une capacité qu'on cherche qui est peut-être moins urgent de trouver en situation rurale où on est les seuls acteurs à intervenir, il y a peu d'autorité. Et puis en ville, il faut écouter tout le monde, il faut travailler avec beaucoup plus d'acteurs et c'est pas facile et nous, en tant que CICR, on n'a pas tellement l'habitude de faire ça. On a l'habitude d'arriver dans un lieu déserté, peut-être par une plupart des autorités, et puis d'intervenir rapide sur nos modalités et vite. Comme vous avez évoqué tout à l'heure, milieu urbain nécessite une action en longue durée. On ne peut pas juste arriver, penser qu'on a compris, et puis faire quelque chose et partir. Ça, en milieu rural, peut-être ça a un impact un peu négatif, mais en ville, ça peut être très négatif. Parce qu'il y a des attentes des populations, on met peut-être en danger certaines populations qui sont plus exposées après à des gangs ou à des répressions. Donc il faut être présent pendant plus longtemps. Et ça, pour nous, c'est nouveau également. Donc je pense important, c'est de se prendre le temps et si on s'engage en ville, de vraiment pouvoir avoir les moyens, le soutien tout au long de la hiérarchie, de pouvoir travailler pendant longtemps avec les populations avec lesquelles on s'est engagé, également avec les autorités et des autres acteurs civils qui sont là, et puis avec les acteurs aussi armés. Il faut vraiment, pour avoir la confiance des populations et des porteurs d'armes, de se prendre le temps et de travailler un peu comme le font les ONG. Et nous, on doit apprendre et on a appris à travailler un peu différemment dans les milieux ruraux. On cherche encore les profils pour mieux faire, mais certainement les sociétés nationales, ils nous apprennent aussi sur ce niveau-là et les ONG nous apprennent beaucoup. Pierre Salignon, il y a une spécificité aussi donc, de la mise à l'écoute de MDM dans un cadre urbain, que ce soit dans des conflits armés ou que ce soit tout simplement un bidonville victime d'une catastrophe naturelle. Moi, j'ai tendance à ne pas me concentrer que sur les situations de conflit armé, parce que la violence, elle est aussi, on va dire, dans la ville, au quotidien, que ce soit en situation de conflit ou non. Je vais prendre un exemple très simple. Haïti, la pratique, aujourd'hui, c'est que pour travailler à Haïti, on rentre bien. Nous, on a fait le choix de travailler dans des quartiers populaires et pas dans les sites où les gens étaient regroupés, les camps qui ont pu être mis en place. Donc, de manière pratique, ça s'est passé comment ? Il y a le phénomène du séisme et ce qu'il implique de désorganisation dans la ville et des accès qu'il rend possible à des quartiers auxquels on n'avait pas accès avant. On n'avait pas accès pourquoi ? Bien souvent parce qu'on avait peur d'y aller. Parce que les gens, les gérants, les gangs, la manière dont on en parle, c'est les gangs, sans trop savoir ce que c'est, de qui on parle, etc., générer de la violence, on le savait. On avait à l'époque déjà un programme avant le séisme lié sur ces questions de prise en charge des femmes et des enfants qui étaient l'objet des violences dans les quartiers. Et puis, après le séisme, avec qui on va discuter avec la population et des sortes de comités de quartier très informels qui se mettent en place, dans lesquels, dans un premier temps, on a différents acteurs. Ça peut être quelqu'un qui a une influence dans le quartier, ça peut être un chef de gang, ça peut être des gens qu'on a du mal à identifier et qui, avec le temps passant, vont être plus clairement, on va mieux comprendre qui ils sont, quelle influence ils ont. Mais la réalité, c'est qu'on travaille avec eux. C'est eux qui nous donnent et qui nous permettent, l'accueil, l'accès, voire la possibilité de rester. Donc là, même s'il ne s'agit pas de se dire on veut travailler avec les gangs, il s'impose à nous dans certaines circonstances. C'est ça ce que je veux dire sur la question d'Haïti, qui est une situation de catastrophe naturelle, mais dans une capitale, bidonville, pauvre et extrêmement violente, avant même le séisme qui l'a ravagé et qui a fait bouger des lignes dans la manière dont les communautés s'organisent, etc. Sur les attentes des populations, moi j'ai tendance à... Bon, à la fois je partage l'avis qui est que les humanitaires, ils appréhendent de façon générale mal la ville. Par-delà le fait qu'on a tous des expériences, on a cité Sarajevo, moi ça me fait penser à Kaboul, au Congo-Brazzaville, etc. Donc souvent les portes d'entrée, je dirais, pour avoir accès
aux populations pour mener une opération médicale. Elles vont être les structures de soins, l'hôpital, mais ça peut être aussi simplement des individus, des leaders locaux qui permettent l'accès, qui permettent de discuter, de mieux comprendre aussi les attentes de populations ou de communautés. Et souvent, ça fonctionne hors de la structure hospitalière ou de la clinique, si c'est fait de manière intégrée avec les communautés. Si c'est partagé avec eux, si le personnel vient de la communauté, si on n'est pas dans simplement des opérations où on vient avec des moyens extérieurs et où on les impose. Alors évidemment, on n'a pas le choix, mais dans la ville, bien souvent, l'accès aux populations, la compréhension de l'environnement, il est le fait des patients, des médecins et des collègues, qu'ils soient nos employés ou pas. Et puis sur les attentes des populations, il y a différentes approches, et je vais un peu les décliner très simplement. C'est vrai que quand on dit guerre, violence, on pense blessés. Un peu vite, hein, quand on pense action humanitaire, la guerre. Mais bien souvent, on prend après la population plus générale, les questions d'accès aux soins qui sont posées, d'accès à la nutrition, d'accès à l'eau, des programmes, plus avec une approche générale, hein, souvent avec des objectifs de couverture. Difficile dans la ville, hein, la couverture, il faut faire des choix, il faut savoir cibler. Et puis après, on pourrait décliner ça par rapport à des groupes plus vulnérables. Alors ça renvoie souvent au mandat des associations, mais on pense enfants, on pense femmes, violences sexuelles par exemple, personnes âgées, personnes souffrant de pathologies chroniques, en situation de conflit ou en situation dans la ville, en situation de rupture. Ces populations-là, elles ne sont plus vues comme prioritaires. Elles ont des ruptures de soins, elles ont des ruptures dans l'approvisionnement des médicaments. Voilà. Et puis il y a, pour ce qui concerne bien souvent Médecins du Monde, des groupes encore plus spécifiques. C'est intéressant de voir qu'à Kaboul, on travaille aujourd'hui dans une ville, Kaboul, une capitale, auprès des populations toxicomanes. On a fait ce choix-là, dans un pays en guerre. Pas qu'on l'a déterminé, c'est aussi notre expérience, mais c'est aussi une demande qu'on a vérifiée auprès de groupes de population qui étaient clairement en demande d'une assistance dans un pays qui est le premier producteur d'opium, etc., au monde. Donc l'approche aussi, dépendamment, ça renvoie beaucoup à comment nous-mêmes on voit la victime, ou les populations et leurs besoins. C'est vrai que nous, on va avoir un prisme souvent en se disant, ben oui, il y a des populations dans ces contextes-là qui sont mis de côté parce qu'ils sont peu nombreux, parce qu'ils ne sont pas visibles, parce que leur accès est complexe dans la manière de les approcher, soit que ça nécessite des organisations de groupes de patients, hein, de gens directement concernés, d'usagers. Là, l'expérience France-Europe, elle est intéressante parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on a comprises en les faisant directement chez nous. Et la ville, c'est à côté. Hein. C'est aussi ça, je fais un peu exprès. C'est pas nouveau, la ville. C'est vrai que les défis sont certainement plus importants. Demain, au regard des phénomènes démographiques dont on parle, au regard de l'intensité d'un certain nombre de catastrophes naturelles, voilà. Donc c'est juste pour alimenter le débat à ce stade. Qu'on va poursuivre avec François Grunewald. Vous avez une longue expérience d'évaluation et de différents terrains urbains. Justement, peut-être à travers quelques exemples, est-ce que vous pouvez mettre en évidence ce que vient de dire Pierre, c'est-à-dire que c'est à la fois plus simple et plus compliqué, si je comprends bien. Bon, c'est vrai qu'on a... Ça n'a pas été clair. Non, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a comme thème de recherche, comme thème d'évaluation depuis maintenant près de 10 ans, et on a écrit pas mal là-dessus. Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui nous semblent importants. D'abord, premier élément, c'est quoi les attentes des populations? En général, les populations, notamment quand elles sont dans des endroits où il y a déjà eu de l'aide, souvent leur attente, c'est se rappeler ce qui avait été distribué par les ONG de la fois d'avant. Et donc, c'est plus compliqué de décrypter les besoins que les attentes. Donc ça, je crois que c'est un point important. On ne doit pas être simplement dans l'écoute des attentes, on doit être dans une dialectique, un dialogue avec les populations qui doit permettre de comprendre plus que les attentes, quels sont les besoins. Alors autour de ça, on a d'abord essayé de décrypter c'est quoi peut-être les 3 étapes de réflexion qu'il faut avoir avant de rentrer dans cette analyse. La première, c'est d'essayer de comprendre quelle est l'interaction entre la catastrophe et la ville. Et c'est pas si simple, c'est-à-dire qu'on peut avoir une guerre autour de la ville qui va asphyxier la ville, et là, il y aura des types de besoins.